Mon nom est Rebecca Wilson, et à 38 ans, je me suis retrouvé aux funérailles de ma mère, redoutant le moment où ma sœur, Stéphanie, arriverait. 6 ans s'étaient écoulés depuis qu'elle m'avait volé Nathan, mon fiancé millionnaire, l'homme avec lequel je prévoyais de passer ma vie. Je n'avais vu aucun d'eux depuis. Lorsqu'ils sont entrés, Stéphanie faisant briller sa bague de fiançailles en diamant avec ce sourire narquois, j'ai ressenti un calme auquel je ne m'attendais pas. Elle n'avait aucune idée de qui l'attendait. Avant de vous raconter comment le visage de ma sœur est devenu blanc comme un linge lorsqu'elle a vu qui j'avais épousé, dites-moi d'où vous nous regardez et cliquez sur le bouton s'abonner pour rejoindre mon périple. Ma mère, Eleanor, a toujours été le ciment qui a tenu notre famille unie. Ayant grandi dans une maison modeste de banlieue près de Boston, c'est elle qui m'a appris la force et la dignité. Nous partagions un lien spécial qui ne s'est approfondi qu'avec le temps. Même après avoir emménagé dans mon propre appartement dans le centre-ville de Boston et avoir bâti ma carrière de directrice marketing, je l'appelais presque tous les jours. Elle était ma confidente, ma conseillère et ma plus grande supportrice. Lorsqu'on lui a diagnostiqué un cancer du pancréas de stade 4 il y a 8 mois, j'ai senti mon monde s'effondrer. Malgré les traitements agressifs, nous savions que le temps était compté. Maman a fait face à son diagnostic avec une grâce remarquable, plus préoccupée par le bien-être de sa famille que par sa propre souffrance. Ces dernières semaines ont été paisibles, entourée de ses proches dans la maison où elle nous avait élevés. Elle s'est éteinte en me tenant la main, après m'avoir fait promettre de trouver la paix dans ma vie. 6 ans plus tôt, à 32 ans, ma vie avait semblé parfaite sur le papier. J'avais la carrière, les amis, le bel appartement, mais quelque chose manquait. Je travaillais 60 heures par semaine et je sortais occasionnellement, mais rien de sérieux ne s'était concrétisé. Puis j'ai rencontré Nathan Reynolds lors d'un gala de charité grâce à mon ami de fac, Allison. Nathan était charismatique, avec des dents parfaites et une confiance en soi qui remplissait la pièce. Millionnaire autodidacte de la technologie à 36 ans, il avait le genre d'histoire à succès que les magazines adorent présenter. Notre connexion a été immédiate, nous partagions un amour pour l'art, les voyages et les objectifs ambitieux. Après notre premier rendez-vous dans un restaurant exclusif surplombant le port, j'ai appelé ma mère et je lui ai dit que j'avais rencontré quelqu'un de spécial. Notre relation a progressé rapidement. Des escapades de week-end à Martha's Vineyard, des places en loge au concert symphonique et des dîners intimes sont devenus notre routine. Nathan était attentionné et généreux, apportant toujours des cadeaux réfléchis et planifiant des rendez-vous élaborés. Après 18 mois ensemble, lors d'un dîner privé sur un yacht dans le port de Boston, Nathan m'a fait sa demande avec une bague de fiançailles en diamant de 5 carats. J'ai dit oui sans hésitation. Mes parents étaient ravis, surtout ma mère, qui a immédiatement commencé à imaginer le mariage parfait. Nathan avait les moyens de réaliser n'importe quel rêve de mariage, et Eleanor a insisté sur le fait que nous ne devions pas nous retenir. Puis il y avait ma sœur cadette, Stéphanie. De seulement 2 ans ma cadette, nous avions une relation compliquée en grandissant. Enfant, nous étions proches, malgré la compétition constante. Stéphanie a toujours voulu ce que j'avais, des jouets aux amis en passant par l'attention. Si j'accomplissais quelque chose, elle devait l'égaler ou le surpasser. Maman a toujours essayé de maintenir la paix, accordant à chacune de nous du temps et de l'attention particuliers. Malgré notre histoire, j'ai choisi Stéphanie comme demoiselle d'honneur. Maman a dit que cela nous rapprocherait, et je voulais croire qu'à l'âge adulte, nous avions dépassé la jalousie enfantine. Lorsque j'ai présenté Stéphanie à Nathan lors d'un dîner de famille, elle l'a complimentée excessivement. J'ai remarqué qu'elle touchait son bras en riant à ses blagues, mais je l'ai considérée comme Stéphanie étant son charmant moi habituel. Nous avons organisé notre fête de fiançailles dans la maison de style colonial de mes parents. Stéphanie a aidé maman avec les décorations, accrochant des guirlandes lumineuses dans la cour arrière et arrangeant les fleurs. Tout au long de la soirée, j'ai surpris Stéphanie regardant Nathan de l'autre côté de la pièce, mais lorsque nos regards se sont croisés, elle a rapidement souri et a levé son verre dans ma direction. Plus tard dans la soirée, alors que les invités partaient, maman m'a prise à part dans la cuisine. Rebecca ma chérie, j'ai remarqué que Stéphanie semble assez prise par Nathan, a-t-elle dit, rangeant soigneusement les restes d'amuse-gueule dans des contenants. Elle est juste amicale, maman, ai-je répondu, lavant les flûtes à champagne dans l'évier. De plus, elle sort avec ce représentant pharmaceutique, Brian. Maman a hoché la tête mais n'a pas semblé convaincue. Fais juste attention, chérie. Tu sais comment ta sœur peut réagir quand tu as quelque chose qu'elle admire. Je lui ai embrassé la joue et je l'ai assuré que tout allait bien. Nous sommes adultes maintenant,
maman. Stéphanie est heureuse pour moi, j'en suis sûr. Comme j'avais tort. Comme j'avais douloureusement, terriblement tort. 3 mois avant notre mariage, j'ai commencé à remarquer des changements subtils chez Nathan. Il a commencé à travailler plus tard, répondant souvent à des textos à des heures impaires avec l'excuse de clients internationaux. Nos soirées de rendez-vous du vendredi habituelles étaient fréquemment reprogrammées en raison de réunions urgentes. Lorsqu'il était avec moi, il semblait distrait, vérifiant constamment son téléphone et ne prêtant qu'une attention partielle à nos conversations. Plus préoccupant était la façon dont il a commencé à critiquer des choses qu'il aimait autrefois chez moi. Mon rire était soudainement trop fort en public, ma robe bleue préférée qu'il adorait auparavant me donnait maintenant l'air blafarde. Même mon habitude de lire avant de me coucher, qu'il trouvait attachante, est devenue agaçante à cause de la lumière qui le gardait éveillé. Pendant ce temps, Stéphanie a commencé à appeler plus fréquemment, toujours avec des questions sur les détails du mariage. Je veux juste que tout soit parfait pour ma grande sœur, disait-elle. Bien que maman s'occupait de la majeure partie de la planification, Stéphanie s'est portée volontaire pour aider aux réunions avec les fournisseurs auxquels je ne pouvais pas assister en raison d'engagements professionnels. Un jeudi soir, Nathan et moi avons dîné dans un restaurant italien haut de gamme du centre-ville. Il a à peine établi un contact visuel, répondant à mes histoires de travail par des réponses monosyllabiques. Lorsque son téléphone a vibré pour la 5e fois, j'ai atteint ma limite. Y a-t-il quelque chose de plus important qui se passe ailleurs, ai-je demandé, essayant de garder ma voix légère malgré mon irritation croissante. Désolé, juste des trucs de travail, a-t-il marmonné, posant son téléphone face contre terre sur la table. Tu sais comment c'est avant le lancement d'un produit. Plus tard cette semaine-là, j'ai remarqué un parfum inconnu sur le col de Nathan en faisant la lessive. Il était floral et lourd, rien de comparable au parfum subtil que je portais. Lorsqu'il a été confronté, Nathan a expliqué qu'il avait passé toute la journée en réunion avec une investisseuse potentielle, Rebecca Mills, qui portait apparemment un parfum trop puissant et l'avait embrassé au revoir. L'explication semblait plausible, je voulais le croire. J'ai appelé mon amie, Allison, exprimant mes inquiétudes en prenant un café le lendemain matin. Toute relation devient nerveuse avant le mariage, m'a rassuré Allison, remuant son latte. Parker et moi nous sommes disputés constamment le mois avant notre mariage et maintenant nous sommes mariés depuis 5 ans. Mais le nœud dans mon estomac ne voulait pas se dissoudre. Maman a remarqué mon anxiété lors de notre déjeuner hebdomadaire. Tu sembles distraite, ma chérie, a-t-elle dit, se penchant par-dessus la table pour me toucher la main. Stress du mariage ou autre chose? J'ai forcé un sourire. Juste occupé par les derniers préparatifs. Tout va bien. Mais tout n'allait pas bien. J'ai commencé à faire plus d'efforts, pensant peut-être que j'avais négligé Nathan. J'ai réservé une journée au spa, j'ai acheté de nouvelles lingeries, j'ai essayé de cuisiner ses plats préférés. Plus j'essayais, plus il devenait distant. Puis est venu le rendez-vous de dégustation du gâteau que Nathan attendait depuis des semaines. Ce matin-là, il a appelé, affirmant avoir une réunion inattendue avec des investisseurs. Stéphanie peut y aller avec toi, a-t-il suggéré. Elle connaît mes préférences de toute façon. Lorsque j'ai raccroché, je me suis senti malade. Comment ma sœur connaissait-elle mieux que moi les préférences de mon fiancé en matière de gâteau? Pourtant, j'ai accepté son offre de me rejoindre. Le lendemain, en nettoyant la voiture de Nathan avant un dîner, j'ai trouvé une boucle d'oreille coincée entre le siège passager et la console centrale. Une boucle d'oreille en argent pendante avec un minuscule saphir que j'ai immédiatement reconnu comme étant celle de Stéphanie. Ma sœur portait ces boucles d'oreilles à ma fête de fiançailles, un cadeau de notre grand-mère. Lorsque j'ai montré à Nathan la boucle d'oreille ce soir-là, son visage est resté parfaitement impassible. Oh, ta sœur a dû la faire tomber quand je l'ai conduite chez le fleuriste la semaine dernière, a-t-il dit calmement. Elle a mentionné avoir perdu une boucle d'oreille. Tu ne m'as jamais dit que tu avais conduit Stéphanie chez le fleuriste, ai-je dit, ma voix à peine au-dessus d'un murmure. Ne l'ai-je pas fait? Ça a dû m'échapper. Ce n'était pas important. Lorsque j'ai appelé Stéphanie, son explication correspondait parfaitement à la sienne. Trop parfaitement. Oh, Dieu merci. Je cherchais partout cette boucle d'oreille. Nathan a eu la gentillesse de me conduire car ma voiture était au garage. Ce soir-là, je n'ai pas pu dormir, les pensées me traversant l'esprit. Avaient-ils répété leur histoire? Étais-je paranoïaque? Mon poids a commencé à diminuer à cause du stress, et des cernes se sont formées sous mes yeux.
J'ai commencé à voir un thérapeute sans le dire à Nathan. 3 semaines avant le mariage, Nathan a suggéré que nous le repoussions. Je m'inquiète pour toi, Rebecca. Tu n'es pas toi-même ces derniers temps. Peut-être que nous précipitons les choses. Je me suis effondré, le suppliant de me dire ce qui n'allait pas, ce que j'avais fait, comment je pouvais y remédier. Il m'a prise dans ses bras, m'assurant que tout allait bien, mais ses yeux étaient vides. Ce soir-là, je me suis réveillé à 3 heures du matin pour constater que le côté du lit de Nathan était vide. Depuis le couloir, j'ai entendu sa voix feutrée venant de la chambre d'amis. Pas maintenant, elle nous entendra. Je sais, bientôt, je te le promets. Le lendemain, j'ai décidé de surprendre Nathan à son bureau pour le déjeuner. Mon père, Thomas, a appelé alors que je quittais mon appartement. Rebecca, manges-tu correctement? Ta mère dit que tu as trop maigri. Nous sommes inquiets. Je vais bien, papa. Juste des nerfs avant le mariage. Je ramène en fait Nathan déjeuner en ce moment. Bien. Ce garçon ferait mieux de traiter ma fille comme une reine. S'il savait seulement. Le gardien de sécurité de l'immeuble de Nathan m'a reconnu et m'a fait signe de passer avec un sourire. Dans l'ascenseur qui montait au 12e étage, j'ai vérifié mon reflet dans le miroir, essayant de lisser les rides d'inquiétude qui s'étaient formées entre mes sourcils. Le sac à déjeuner que j'avais dans la main contenait le sandwich préféré de Nathan de la charcuterie en face de mon bureau. Lorsque je suis arrivé à la réception, la secrétaire de Nathan, Margot, a levé les yeux de son ordinateur, les yeux grands ouverts de surprise. Rebecca, nous ne vous attendions pas aujourd'hui. Son regard s'est porté sur la porte fermée du bureau de Nathan, puis sur moi. Nathan est, en réunion en ce moment. C'est bon, ai-je dit, soulevant le sac à déjeuner. Je lui ai juste apporté le déjeuner. Je peux attendre. Margot s'est levée rapidement, bloquant mon chemin. En fait, il a spécifiquement demandé à ne pas être dérangé. Je pourrais peut-être lui faire savoir que vous êtes là. Quelque chose dans sa manière nerveuse a déclenché mes soupçons. Est-il seul là-dedans, Margot? Son hésitation m'a tout dit. Avant qu'elle ne puisse répondre, je suis passé devant elle et j'ai poussé la porte du bureau de Nathan. La scène s'est gravée à jamais dans ma mémoire. Nathan penché contre son bureau, les mains sur la taille de ma sœur, ses bras autour de son cou, leurs lèvres verrouillées dans un baiser passionné. Aucun des deux ne m'a remarqué au début, me donnant plusieurs secondes atroces pour absorber chaque détail, la jupe de Stéphanie remontée, la cravate de Nathan défaite, la familiarité de leur étreinte qui parlait d'innombrables moments similaires. Lorsque la porte s'est refermée derrière moi, ils se sont séparés, 3 visages figés dans un tableau de choc. Rebecca. Nathan s'est remis le premier, redressant sa cravate. Ce n'est pas ce que ça semble être. Stéphanie n'a même pas tenté un mensonge aussi transparent. Au lieu de cela, elle a relevé son menton avec défi. Nous n'avons pas planifié ça. C'est juste arrivé. Le calme qui m'a envahi a été surprenant. Depuis combien de temps? Nathan a jeté un coup d'œil à Stéphanie, puis à moi. Rebecca, discutons en privé. Depuis combien de temps? Ma voix est restée stable. Depuis des mois, a répondu Stéphanie. Depuis la fête de fiançailles. Des mois. Près de la moitié de nos fiançailles. Pendant que je choisissais les faire-part de mariage et les arrangements floraux, il me trahissait. Nathan s'est déplacé derrière son bureau, s'éloignant physiquement comme s'il se préparait à une négociation d'affaires. Je n'avais pas prévu que cela arrive, Rebecca. Parfois, les sentiments changent. J'allais te le dire, après. Après quoi? Après le mariage? Après notre lune de miel? J'essayais de trouver le bon moment. Sa voix avait la douceur étudiée qu'il utilisait pour les clients difficiles. Le sac à déjeuner m'est tombé des mains. Je vous ai fait confiance. Tous les deux. Stéphanie a au moins eu la décence de paraître mal à l'aise. C'est juste arrivé, Becca. Nous avons essayé de lutter contre ça. Ne m'appelle pas Becca. Le surnom d'enfance ressemblait à une autre violation. Et rien ne se produit juste. Pendant 4 mois, vous avez fait des choix. Chaque appel secret. Chaque mensonge. Chaque fois que vous m'avez regardé dans les yeux en sachant ce que vous faisiez. Nathan a appuyé sur le bouton de l'interphone. Margot, veuillez entrer. Quelques instants plus tard, Margot est apparue, évitant soigneusement mon regard. Veuillez escorter Rebecca dehors.
Elle est bouleversée. Je me débrouille toute seule, ai-je dit, ma dignité étant toujours intacte malgré le sentiment d'être brisée intérieurement. Vous vous méritez. Dans l'ascenseur, les larmes sont enfin venues. Au moment où j'ai atteint ma voiture, j'avais du mal à respirer entre les sanglots. Le trajet de retour reste un flou dans ma mémoire. Je me souviens seulement avoir appelé ma mère depuis mon appartement, enroulé sur le sol de la salle de bain, incapable de former des phrases cohérentes à travers mes pleurs. Maman et papa sont arrivés dans leur qui a suivi, utilisant leur clé de secours pour entrer quand je n'ai pas pu me résoudre à ouvrir la porte. Maman m'a tenu pendant que je leur racontais tout, papa faisant les 100 pas dans le salon, son visage devenant plus rouge à chaque détail. « Je vais le tuer », a-t-il marmonné, la main sur son cœur. Tous les deux. Thomas, ta tension artérielle. Maman a prévenu, bien que son propre visage montrait une colère égale. Les jours suivants se sont déroulés dans une brume de douleur. Maman m'a aidé à appeler les fournisseurs pour annuler les préparatifs du mariage, tandis que papa s'occupait des aspects financiers. Lorsque j'ai rendu la bague de fiançailles à l'appartement de Nathan, laissé au concierge, je n'ai pas pu supporter de le voir. J'ai constaté que Stéphanie avait déjà installé ses affaires. La plupart de ses vêtements étaient là, des photos de famille disposées sur des étagères qui contenaient autrefois les miennes. L'email de Nathan concernant le partage de nos biens communs était froidement efficace, mentionnant que Stéphanie l'avait aidé à cataloguer mes effets personnels restants. La trahison était plus profonde que je ne l'avais initialement réalisé. Par l'intermédiaire d'amis communs, j'ai appris qu'ils s'étaient rencontrés secrètement chaque fois que je travaillais tard ou que je voyageais pour affaires. Stéphanie l'avait poursuivi délibérément, trouvant des excuses pour le voir seul, envoyant des textos et des photos quand je n'étais pas là. Le scandale s'est rapidement répandu dans notre cercle social. Certains amis ont pris mon parti, d'autres celui de Nathan, citant son influence dans le monde des affaires. Plusieurs ont admis avoir remarqué des flirts entre Nathan et Stéphanie, mais n'avaient pas voulu s'impliquer. Leur lâcheté m'a piqué presque autant que la trahison. Maman est devenue ma bouée de sauvetage pendant ces mois sombres. Elle apportait de la nourriture quand je ne pouvais pas manger, écoutait mes diatribes en larmes et restait la nuit quand la solitude devenait insupportable. Elle a essayé à plusieurs reprises de faire la médiation entre Stéphanie et moi, nous invitant toutes les deux à des dîners de famille qui se terminaient inévitablement par un silence tendu ou des disputes amères. Lors d'un de ces dîners, Stéphanie a craqué après que j'ai refusé de lui passer le sel. « Tu as toujours eu tout en premier, Rebecca. Les notes, le travail, l'appartement. Pour une fois, j'ai eu quelque chose avant toi. » Mon fiancé n'était pas un prix à gagner, ai-je répondu, la voix tremblante. C'était l'homme que j'aimais et en qui j'avais confiance. Maman a posé sa fourchette. Stéphanie Marie Thompson, excuse-toi auprès de ta sœur tout de suite. Pourquoi? Pour être honnête? Nathan m'a choisi. Il m'aime maintenant. Je me suis levé, la serviette jetée sur mon assiette. Je ne peux plus faire ça, maman. Je suis désolé. C'était le dernier dîner de famille auquel j'ai assisté en présence de Stéphanie. Les problèmes cardiaques de papa se sont aggravés à cause du stress de la querelle de ses filles, nécessitant un ajustement médicamenteux et des visites supplémentaires chez le médecin. Maman a vieilli de plusieurs années en quelques mois, les rides autour de ses yeux se creusant alors qu'elle essayait désespérément de maintenir sa famille unie. 6 mois après avoir découvert la trahison de Nathan et Stéphanie, j'ai touché le fond. Mon thérapeute m'a diagnostiqué une dépression et m'a recommandé des médicaments. Le travail a souffert alors que je luttais pour me concentrer, perdant finalement un client important après une présentation désastreuse où je me suis effondré en pleurs. Mon patron m'a suggéré un congé, mais je savais que rester à Boston, où les souvenirs se cachaient à chaque coin de rue, ne ferait que prolonger ma souffrance. Lorsqu'un poste de directrice marketing s'est ouvert dans notre succursale de Chicago, j'ai postulé immédiatement. L'entretien s'est déroulé de façon surprenante, mon désespoir de changement se lisant peut-être comme de l'enthousiasme. 2 semaines plus tard, j'ai reçu l'offre. Maman m'a aidé à faire mes valises, enveloppant soigneusement les photos et les souvenirs dans du papier de soie. Alors que nous trions mes affaires, décidant quoi garder et quoi donner, elle a abordé le sujet qui planait entre nous. « Envisagerais-tu de pardonner Stéphanie ?» a-t-elle demandé, scellant une boîte avec du ruban adhésif. J'ai continué à plier des pulls sans lever les yeux. « Je ne sais pas, maman. Pas maintenant. Peut-être jamais. Le pardon ne concerne pas le fait qu'il le mérite, a-t-elle dit doucement. Il s'agit de se libérer. Je me libère.
Je déménage à Chicago. Maman s'est assise à côté de moi sur le lit, prenant mes mains dans les siennes. Fuir n'est pas la même chose que guérir, ma chérie. Les larmes ont rempli mes yeux. J'ai besoin d'espace pour même commencer à guérir. Peux-tu comprendre ça? Elle a hoché la tête, me serrant dans ses bras. Promets-moi que tu appelleras. Promets-moi que tu ne nous excluras pas complètement. Je le promets. Dire au revoir à mes parents a été plus difficile que je ne l'avais prévu. Papa m'a tenu plus longtemps que d'habitude, sa voix rauque d'émotion. Montre-leur, ma chérie. Construis une vie si belle qu'ils vont s'étouffer de regrets. Mes premières semaines à Chicago ont été solitaires et remplies de doutes. Mon studio semblait stérile et inconnu. Je travaillais de longues heures pour éviter de rentrer chez moi dans des pièces vides, mangeant des plats à emporter à mon bureau et me couchant épuisé chaque soir. Puis est arrivée la nouvelle qui a enfoncé le couteau plus profondément. Maman a appelé un dimanche matin, sa voix prudente. Rebecca, je pense que tu devrais entendre ça de moi plutôt que des médias sociaux. Stéphanie et Nathan se sont mariés hier. La petite cérémonie civile avait été présentée dans les pages mondaines du magazine Boston, les relations professionnelles de Nathan assurant la couverture malgré l'échelle modeste. La photo qui l'accompagnait les montrait rayonnant devant le palais de justice, Stéphanie portant une simple robe blanche, ma bague de fiançailles précédente bien en évidence à son doigt. Cette nuit-là a été mon point le plus bas. J'ai bu une bouteille entière de vin seul, j'ai parcouru de vieilles photos de Nathan et moi, et j'ai pleuré jusqu'à ce que mes yeux soient gonflés. Je me suis déclaré malade au travail le lendemain, incapable de faire face au monde. Mais quelque chose a changé pendant ces heures sombres passées seul. Alors que la lumière du matin filtrait à travers mes stores, j'ai pris une décision. Ce serait le dernier jour où je leur donnerais le pouvoir sur mon bonheur. J'ai supprimé toutes les photos de Nathan de mon téléphone, j'ai bloqué Nathan et Stéphanie sur les médias sociaux, et j'ai pris une longue douche, imaginant ma douleur s'éloigner dans le drain. Au travail, je me suis lancé dans des projets avec un regain de concentration. Mon patron a remarqué le changement, me confiant des clients plus importants. J'ai développé une réputation de créativité et de dévouement, gagnant le respect dans mon nouveau bureau. Ma première vraie amie de Chicago était Madison Reynolds, notre directrice des ressources humaines, qui m'a invité à rejoindre son club de lecture. Grâce à elle, j'ai rencontré d'autres femmes, construisant lentement un cercle social. Madison a fréquemment essayé de me fixer des rendez-vous, mais j'ai refusé chaque offre, l'idée de la vulnérabilité romantique étant toujours terrifiante. 4 mois après mon installation à Chicago, j'ai été envoyé à une conférence technologique à San Francisco pour représenter notre entreprise. Le deuxième soir, j'ai assisté à un dîner d'affaires avec des clients potentiels, assise à côté de Zachary Foster, un investisseur et entrepreneur en technologie qui avait récemment déménagé de Seattle. Zachary était différent de Nathan à tous points de vue. Là où Nathan avait été voyant et charmant, Zachary était sobre et authentique. Sa confiance tranquille et ses questions réfléchies attiraient les gens sans demander d'attention. Lorsqu'il parlait de son travail, sa passion était évidente, mais jamais vantarde. Il m'a demandé ma carte après le dîner, et je l'ai donnée sans attente. À ma surprise, il m'a écrit le lendemain matin pour me demander si j'aimerais poursuivre notre conversation sur les tendances du marketing numérique autour d'un café avant les sessions de la journée. Au cours des 3 mois suivants, Zachary et moi avons maintenu un contact professionnel. Il a référé des clients à mon agence, et je lui ai présenté mes contacts commerciaux de Chicago. Madison a remarqué nos déjeuners de travail fréquents et a levé un sourcil. Il t'aime, Rebecca. Et pas seulement professionnellement. Nous ne sommes que des collègues, ai-je insisté. Les collègues ne se regardent pas comme ils te regardent. Finalement, Zachary m'a invité à dîner dans un restaurant sans rapport avec le travail. J'ai paniqué presque 2 fois avant de me forcer à y aller. 20 minutes après le début du rendez-vous, en discutant de nos livres préférés, j'ai eu une crise de panique à part entière. Mes mains tremblaient, la respiration devenait difficile, et les larmes me montaient aux yeux. Au lieu d'être embarrassé ou agacé, Zachary s'est déplacé pour s'asseoir à côté de moi, parlant calmement jusqu'à ce que ma respiration se normalise. Il m'a ramené à la maison sans pression ni question. Le lendemain, des fleurs sont arrivées à mon bureau avec une note, pas de pression, pas d'attente, j'espère juste que tu te sens mieux. Zachary. Ce soir-là, je l'ai appelé et je lui ai tout raconté sur Nathan et Stéphanie. Il a écouté sans interruption, puis a partagé sa propre histoire de chagrin d'amour de son précédent mariage qui s'est terminé lorsque sa femme l'a quitté pour son associé, prenant la moitié de leur entreprise commune lors du divorce.
La confiance brisée laisse des cicatrices, a-t-il dit. Quiconque vaut votre temps comprendra que la guérison n'est pas linéaire. Au cours des mois suivants, nous avons d'abord bâti une base d'amitié. Zachary n'a jamais poussé plus loin que je ne pouvais donner, respectant mes limites tout en restant fermement présent. Pour notre 5e rendez-vous, il a cuisiné le dîner dans son appartement au lieu de m'emmener dans un restaurant bondé qui pourrait déclencher mon anxiété. Lorsque la panique refaisait surface occasionnellement, il savait exactement comment m'aider à la traverser. Pour la première fois depuis Nathan, j'ai commencé à croire que peut-être, juste peut-être, la confiance était à nouveau possible. 1 an après mon déménagement à Chicago, je reconnaissais à peine ma vie. Ma promotion au poste de directrice principale du marketing s'est accompagnée d'un bureau de coin surplombant la rivière. Mon cercle d'amis s'était élargi au-delà de Madison pour inclure plusieurs confidents proches, et, plus surprenant encore, j'étais tombée profondément amoureuse de Zachary. Contrairement aux assiduités tape à accent grave l'œil de Nathan, l'amour de Zachary s'est manifesté de manière constante et réfléchie. Il se souvenait des petits détails, comme le fait que je préférais le lait d'avoine dans mon café ou les podcasts de crimes réels que je suivais. Il respectait mon indépendance tout en offrant un soutien indéfectible. Plus important encore, il ne m'a jamais comparé à personne d'autre ni n'a essayé de me changer. J'ai rencontré la sœur de Zachary, Caroline, lors de sa visite de Portland. Nous nous sommes immédiatement liés, échangeant nos numéros et développant notre propre amitié, indépendamment de Zachary. Elle m'a raconté des histoires de leur enfance à Seattle, peignant un portrait du garçon qui est devenu l'homme que j'étais en train d'aimer. Ma relation avec mes parents s'est poursuivie à distance. J'appelais maman chaque semaine, évitant soigneusement les conversations sur Stéphanie. Papa se joignait occasionnellement à ses appels, sa voix rauque se ramollissant lorsqu'il me disait combien il était fier de mon nouveau départ. Je suis venu 2 fois cette année-là, programmant mes voyages quand je savais que Stéphanie et Nathan seraient absents. Maman me fournissait des nouvelles occasionnelles à leur sujet. Leur mariage semblait parfait sur les médias sociaux, Stéphanie publiant des photos de vacances de luxe et de galas de charité. Selon maman, ils avaient acheté une grande maison à Bécon-Île et la rénové considérablement. Stéphanie parle de toi parfois, a mentionné maman lors d'un appel. Que lui dis-tu, ai-je demandé, remuant la sauce à pâte sur ma cuisinière. Que tu vas bien. Que tu construis une nouvelle vie. Exprime-t-elle des regrets? Maman a soupiré. À sa manière. Elle se tait quand ton nom est prononcé. Ma thérapie s'est poursuivie à Chicago, mon nouveau thérapeute m'aidant à traiter la trahison et à établir des schémas relationnels plus sains. J'ai appris à reconnaître mes déclencheurs et à communiquer efficacement mes limites. Lentement, les cauchemars sur Nathan et Stéphanie se sont estompés. En juin, Zachary m'a surprise avec un week-end dans la région viticole du Michigan. Nous avons séjourné dans un charmant bed and breakfast entouré de vignobles, passé les après-midi à déguster des vins et les soirées à regarder le coucher du soleil sur le lac Michigan. Pour la première fois depuis des années, je me suis sentie complètement présente et heureuse, sans l'ombre de la trahison passée qui planait sur moi. Lors de notre dernière soirée, en nous promenant dans un jardin rempli de fleurs du début de l'été au jardin botanique de Chicago, Zachary s'est arrêté sous un treillis recouvert de roses grimpantes. « Rebecca » a-t-il dit, prenant mes 2 mains dans les siennes. Cette dernière année, te connaître a été le plus beau cadeau de ma vie. Lorsqu'il s'est agenouillé, sortant un écrin à bijoux de sa poche, la panique a brièvement surgi. Les images de la demande en mariage de Nathan menaçaient de faire de l'ombre à ce moment. Mais en regardant dans les yeux de Zachary, je n'ai vu que sincérité et amour. Je ne te demande pas de réponse aujourd'hui, a-t-il dit, semblant lire mon hésitation. Je veux juste que tu saches que quand tu seras prête, que ce soit demain ou l'année prochaine, je serai là. Les larmes ont rempli mes yeux, mais pas de peur ni de douleur. Oui, ai-je murmuré. Je suis prête maintenant. La bague ne ressemblait en rien au diamant ostentatoire que Nathan m'avait offert. Une simple émeraude avec de petits diamants de chaque côté, élégante et sobre, comme notre relation. Ce soir-là, j'ai appelé mes parents pour leur annoncer la nouvelle. Maman a pleuré de joie. Il a l'air merveilleux, ma chérie. Quand pouvons-nous le rencontrer? Bientôt, ai-je promis. Très bientôt. Nous avons planifié un petit mariage, seulement 30 invités, dans un lieu historique de Chicago. À la demande de maman, j'ai envoyé une invitation à Stéphanie, plus comme un geste vers la guérison que comme une attente de présence. Sa réponse est arrivée par email, brève et froide. Félicitations pour vos fiançailles. Malheureusement,
Nathan et moi avons des engagements antérieurs à cette date. Meilleurs vœux pour votre avenir. Maman était déçue mais pas surprise. Donne-lui du temps, Rebecca. C'est un progrès par rapport à ce que vous étiez toutes les deux. Le jour de notre mariage est arrivé, intime et joyeux, avec mes parents, mes nouveaux amis et la famille de Zacharie présents. Papa m'a mené à l'hôtel, chuchotant, je ne t'ai pas vue aussi heureuse depuis des années, ma chérie. Les vœux de Zacharie ont reconnu notre parcours. Rebecca, je promets de me souvenir que l'amour est à la fois fort et fragile, nécessitant des soins et un engagement chaque jour. Je promets d'être digne de la confiance que tu m'as accordée, sachant combien ce cadeau est précieux et durement gagné. Nous avons construit notre vie ensemble à Chicago, achetant une maison en pierre que nous avons rénovée ensemble. Ma carrière a continué à progresser, me menant finalement à un poste de vice-présidente. La société d'investissement de Zacharie a pris de l'ampleur, se concentrant sur le soutien aux startups technologiques dirigées par des femmes. Lors d'un dîner avec des associés commerciaux, j'ai appris quelque chose qui a relié le passé au présent. Un investisseur en capital risque a mentionné avoir travaillé avec Nathan des années auparavant. Reynolds, oui. Lui et Foster avaient une sacrée rivalité dans le domaine de l'investissement providentiel il y a environ 7 ans. Foster a soutenu la bonne start-up, Reynolds a soutenu le concurrent. Le choix de Foster a été racheté pour des millions, Reynolds a fait faillite. Plus tard ce soir-là, j'ai interrogé Zacharie sur ce lien. J'allais te le dire un jour ou l'autre, a-t-il admis. Je savais qui tu étais quand nous nous sommes rencontrés à cette conférence. Pas les détails de ce qui s'est passé, mais que tu avais été fiancé à Reynolds. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Je voulais que tu me connaisses pour moi, pas comme quelqu'un lié à ton passé. Je n'étais pas en colère. D'une certaine manière, la symétrie cosmique semblait juste. 2 ans après notre mariage, nous avons commencé à essayer d'avoir un bébé. Des mois se sont écoulés sans succès, conduisant à des spécialistes de la fertilité et à des conversations difficiles. Malgré les déceptions et les interventions médicales, Zacharie est resté mon roc, me soutenant à travers les larmes et me rappelant que la famille prend de nombreuses formes. Puis est arrivé l'appel dévastateur concernant le diagnostic de cancer de maman. Zacharie et moi avons immédiatement pris l'avion pour Boston, rencontrant des oncologues et aidant mes parents à naviguer dans les options de traitement. Maman a fait bonne figure, mais le cancer était agressif et s'était déjà propagé. J'ai pris un congé du travail pour m'occuper d'elle, retournant temporairement dans ma maison d'enfance. Zacharie est venu chaque week-end, soutenant à la fois moi et mon père de plus en plus faible. Dans ces dernières semaines, maman et moi avons eu des conversations précieuses sur la vie, l'amour et la famille. Un soir, alors que j'ajustais ses oreillers, elle a abordé le sujet de Stéphanie. « J'aimerais que vous puissiez trouver la paix l'une avec l'autre », a-t-elle dit, sa voix faible mais déterminée. « La vie est trop courte pour une telle distance entre sœurs. »« Je sais, maman, ai-je répondu, avalant mes larmes. « Promets-moi que tu essaieras, Rebecca. Pas pour elle, mais pour toi. Et peut-être un peu pour ta vieille mère. » Je l'ai promis, ne sachant pas si je pouvais le tenir, mais voulant lui apporter la paix. Maman est décédée paisiblement 3 jours plus tard, Zacharie, papa et moi à son chevet. J'ai immédiatement appelé Stéphanie, la première communication directe que nous avions eue depuis des années. Maman est partie, ai-je dit lorsqu'elle a répondu. Sa forte inspiration a été le seul son pendant plusieurs secondes. Je serai là dans 1 heure, a-t-elle finalement répondu, sa voix se brisant. Nous nous sommes rencontrés chez nos parents, nous embrassant brièvement et maladroitement avant de nous tourner vers papa et les arrangements funéraires. Le vrai test viendrait aux funérailles elles-mêmes, où des années de douleur et de colère se heurteraient à un chagrin frais et au dernier souhait de maman. Le matin des funérailles de maman s'est levé gris et brumeux, correspondant à la triste occasion. Je me suis tenu devant le miroir de ma chambre d'enfance, ajustant ma robe noire et me demandant comment je survivrais à la journée qui allait suivre. Zacharie est apparu derrière moi, beau dans son costume sombre, posant ses mains doucement sur mes épaules. « Je suis juste à côté de toi aujourd'hui, » a-t-il dit, croisant mon regard dans le reflet. Quoi qu'il arrive en bas. Papa était assis à la table de la cuisine, regardant fixement son café intact. La semaine précédente l'avait vidé, sa grande silhouette soudainement voûtée par le chagrin. À 72 ans, il semblait avoir vieilli d'1 décennie depuis le diagnostic de maman. « Prêt, papa ?» ai-je demandé doucement, touchant son épaule. Il a hoché la tête, se levant lentement. Eleanor a toujours dit, les funérailles ne sont pas pour les morts, elles sont pour les vivants.
Je n'ai jamais compris ça avant maintenant. Les pompes funèbres étaient déjà remplies de familles et d'amis lorsque nous sommes arrivés. Je suis resté près de papa, saluant les gens avec des sourires mécaniques et acceptant les condoléances de visages que je reconnaissais à peine. Des cousins de Californie, la colocataire de maman à l'université, des voisins des 40 ans passés par mes parents dans leur maison. Tu ressembles à Eleanor à ton âge, a dit ma grand-tante Patricia, me tapotant la joue. Elle serait fière de la femme que tu es devenue. Comment vas-tu, ma chère, a demandé l'amie de ma mère, Judith. Eleanor a mentionné que tu avais déménagé, à Chicago, n'est-ce pas? Oui, depuis près de 5 ans maintenant, ai-je répondu, sans ajouter que la trahison de ma sœur avait provoqué le déménagement. Alors que je guidais papa jusqu'à son siège au premier rang, Zacharie à ses côtés, un murmure a parcouru l'assemblée. Je me suis retourné pour voir Stéphanie et Nathan entrer, leur apparition faisant tourner les têtes et répandre des chuchotements. Stéphanie portait une robe noire coûteuse qui mettait en valeur sa silhouette élancée, des boucles d'oreilles en diamant attrapant la lumière. Nathan avait l'air mal à l'aise dans son costume parfaitement taillé, son bras autour de la taille de ma sœur en signe de soutien. Sa main gauche reposait visiblement sur son sac à main, la bague de fiançailles et l'alliance imposante impossible à manquer. Papa s'est raidi à côté de moi. Thomas, respire, ai-je chuchoté, inquiète pour son cœur. Ils se sont avancés, s'arrêtant pour parler à divers participants. J'ai gardé les yeux fixés devant moi, me concentrant sur la grande photo de maman affichée à côté de son cercueil fermé. Son sourire chaleureux apaisant une partie de mon anxiété. Finalement, ils ont atteint l'avant. Stéphanie a embrassé papa, qui a rendu l'étreinte raidement. Nathan lui a serré la main, ne recevant qu'un signe de tête sec en retour. Rebecca, a dit Stéphanie, se tournant vers moi avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait lire. Ça fait longtemps. Oui, ai-je simplement répondu, ne me faisant pas confiance pour dire plus de mots. Nathan a hoché la tête maladroitement. Désolé pour votre perte. Zacharie s'était éloigné pour parler au directeur des funérailles, me laissant momentanément seul avec eux. Stéphanie a saisi l'occasion. J'ai besoin de te parler en privé, a-t-elle dit, faisant un geste vers une salle latérale. Contre mon meilleur jugement, je l'ai suivie, voulant éviter une scène aux funérailles de maman. La petite pièce ne contenait que quelques chaises et une boîte de mouchoirs, clairement destinée aux personnes en deuil ayant besoin de moments privés. Stéphanie a fermé la porte derrière nous. De près, j'ai remarqué de fines rides autour de ses yeux que son maquillage coûteux ne pouvait pas tout à fait dissimuler. Tu as l'air mince, a-t-elle remarqué, son regard m'évaluant de façon critique. Le chagrin fait ça, ai-je répondu sèchement. Elle a joué avec sa bague, la tournant autour de son doigt. Nathan et moi avons acheté une maison d'été sur le Cap Cod le mois dernier. 8 chambres, accès privé à la plage. Je suis restée silencieuse, me demandant pourquoi elle se sentait obligée de partager cette information. Nous envisageons de fonder une famille bientôt, a-t-elle poursuivi. L'entreprise de Nathan vient de racheter 2 startups et nous sommes en train de rénover le 3e étage pour une chambre d'enfant. Félicitations, ai-je dit, ma voix dépourvue d'émotion. Y a-t-il quelque chose de spécifique que vous vouliez discuter concernant les arrangements funéraires? Son sourire est devenu vif. Je pensais juste que tu aimerais savoir comment nous allons bien. Pauvre toi, toujours seul à 38 ans. J'ai eu l'homme, l'argent et le manoir. La douleur familière a brièvement flambé, puis s'est calmée. Il y a 6 ans, ces mots m'auraient dévasté. Aujourd'hui, il semblait pathétique et désespéré. J'ai souri sincèrement. As-tu déjà rencontré mon mari? Son expression affaiblie. Mari? Zacharie, ai-je appelé, ouvrant la porte pour le trouver attendant à proximité. Viens rencontrer ma sœur. Alors que Zacharie entrait dans la pièce, Nathan est apparu derrière lui, ayant manifestement observé notre interaction. Lorsque les hommes ont croisé leurs regards, le visage de Nathan s'est vidé de sa couleur. Foster, a-t-il dit, son attitude confiante se brisant. Reynolds. Le ton de Zacharie est resté professionnel mais froid. Ça fait, quoi? 7 ans? Pas depuis que Macintosh a racheté Innotech au lieu de votre client CompuServe, n'est-ce pas? Nathan a visiblement avalé sa salive. Vous êtes marié? A demandé Stéphanie, sa voix petite. 2 merveilleuses années maintenant, ai-je confirmé, glissant ma main dans celle de Zacharie. Zacharie Foster, a répété Stéphanie lentement. Comme dans Foster Investment? Le même, a répondu Zacharie.
Rebecca et moi nous sommes rencontrés lors d'une conférence technologique à San Francisco. Nathan a tenté de reprendre son calme. Foster, nous devrions nous revoir un de ces jours. J'avais l'intention de vous contacter au sujet de collaboration possible. Mon emploi du temps est assez chargé, a répondu Zachary agréablement mais fermement. Mais vous pouvez contacter mon bureau si vous le souhaitez. Le directeur des funérailles est apparu, nous informant que le service allait commencer. Alors que nous retournions dans la salle principale, des chuchotements nous ont suivis, le lien entre Zachary et Nathan étant clairement connu dans les cercles d'affaires. Nous venions de nous asseoir lorsque papa s'est agrippé à la poitrine, son visage se contorsionnant de douleur. « Papa » ai-je crié, alors que Zachary appelait immédiatement à l'aide. Nous avons déplacé papa dans une salle privée, les funérailles étant temporairement retardées. Un médecin parmi les participants l'a examiné, déterminant qu'il s'agissait probablement de stress et non d'une autre crise cardiaque. Stéphanie nous a suivis, une inquiétude sincère sur son visage. « Va-t-il bien ? Devrions-nous appeler une ambulance ?» Sa voix tremblait légèrement. « Le médecin dit qu'il est stable », ai-je répondu, surprise par sa sincérité. Juste dépassé. Pendant 20 minutes tendues, nous sommes restés assis ensemble dans un silence gênant, unis uniquement par l'inquiétude pour notre père. Lorsqu'il a insisté pour poursuivre le service, nous sommes retournés dans la salle principale, la brève crise créant une trêve inattendue. Les funérailles elles-mêmes ont été belles et déchirantes. J'ai prononcé un éloge funèbre soulignant la gentillesse, la force et l'amour indéfectible de maman pour sa famille. Lorsque Stéphanie s'est levée pour prendre la parole après moi, elle a hésité après seulement quelques phrases, les larmes la submergeant. Sans réfléchir, je me suis approché d'elle, posant une main de soutien sur son dos. « C'est bon », ai-je chuchoté. « Prends ton temps. » Elle s'est ressaisie, complétant son hommage à notre mère avec des histoires de notre enfance qui ont suscité à la fois des larmes et de doux rires chez les participants. Au cimetière, la pluie est tombée doucement alors que nous mettions maman en terre. J'ai remarqué que Nathan se tenait à l'écart du groupe principal, vérifiant sa montre à plusieurs reprises. Stéphanie est restée aux côtés de papa, son audace antérieure remplacée par un chagrin sincère. La réception chez mes parents était bondée de sympathisants, apportant des plats cuisinés et partageant des souvenirs. Nathan a beaucoup bu, son malaise étant évident alors que plusieurs associés commerciaux engageaient Zachary dans une conversation animée. J'ai entendu des fragments concernant l'entreprise de Nathan luttant avec des acquisitions récentes et je me suis demandé si les vantardises de Stéphanie cachaient des problèmes financiers. Tout au long de la journée, j'ai maintenu la dignité que maman aurait attendue, me concentrant sur le soutien de papa et l'honneur de sa mémoire plutôt que de m'attarder sur d'anciennes blessures. Alors que les invités commençaient à partir, j'ai surpris Stéphanie me regardant de l'autre côté de la pièce, son expression impénétrable mais d'une manière ou d'une autre plus douce qu'avant. Le lendemain des funérailles, Zachary a dû retourner à Chicago pour une réunion importante du conseil d'administration. « Es-tu sûr que tu iras bien si je pars ?» a-t-il demandé, faisant sa valise pour une nuit. « Je peux reporter. Papa a besoin d'aide pour trier les affaires de maman, ai-je expliqué. Je devrais rester encore quelques jours. Je vais bien. » Après avoir accompagné Zachary à l'aéroport, je suis retourné chez mes parents pour trouver papa assis dans le jardin de maman, un album photo ouvert sur ses genoux. « Elle a tout étiqueté », a-t-il dit, me montrant l'écriture soignée de maman sous chaque photo. A dit un jour, nous apprécierons de savoir qui était qui. Cet après-midi-là, j'ai commencé la tâche douloureuse de trier le placard de maman. Chaque robe contenait des souvenirs, celle bleue de ma remise de diplôme universitaire, l'imprimé fleuri qu'elle portait au brunch du dimanche, l'élégant gris qu'elle avait choisi pour ma fête de fiançailles. Je me suis retrouvé à lui parler pendant que je travaillais, lui racontant ma vie à Chicago, mon travail, mon bonheur avec Zachary. Dans son tiroir de chevet, j'ai découvert un journal relié en cuir souple. À l'intérieur, maman avait écrit des entrées périodiques au cours de la dernière décennie. Beaucoup mentionnaient ses filles, ses espoirs de réconciliation, sa tristesse face à la rupture entre nous. La dernière entrée, datée de 2 semaines seulement avant sa mort, disait « Mon plus grand regret est de partir alors que mes filles sont toujours éloignées. Eleanor a toujours arrangé les choses, mais je n'ai pas pu arranger ça. Je prie qu'elles trouvent leur chemin l'une vers l'autre d'une manière ou d'une autre. » La sonnette a sonné alors que j'essuyais mes larmes. Par la fenêtre du devant, j'ai vu Stéphanie se tenir seule sur le porche, aucun signe de la voiture de Nathan dans l'allée. Papa était allé chez son frère pour dîner, me laissant faire face à ma sœur seule. J'ai ouvert la porte, ne sachant pas à quoi m'attendre.
Salut, a-t-elle simplement dit. Puis-je entrer? Dans la cuisine, j'ai fait du café tandis que Stéphanie était assise silencieusement à la table. Elle avait un aspect différent sans Nathan à ses côtés, plus petite d'une certaine manière, moins artificiellement composée. Où est Nathan? Ai-je finalement demandé, plaçant une tasse devant elle. À la maison. Il ne sait pas que je suis là. Elle a enveloppé ses mains autour de la tasse mais n'a pas bu. Je lui ai dit que j'avais besoin d'espace après les funérailles. Le silence s'est étiré entre nous, des années de mots non dits créant une barrière presque physique. Je suis désolé pour hier, a-t-elle finalement dit. Ce que j'ai dit dans cette pièce aux funérailles. C'était cruel et totalement inapproprié. J'ai hoché la tête, reconnaissant ses excuses sans les accepter immédiatement. J'ai vu le journal de maman, a-t-elle poursuivi. Papa me l'a montré hier soir. Son dernier souhait était que nous nous réconcilions. Je l'ai aussi trouvé, ai-je répondu. Mais la réconciliation exige plus que de la proximité, Stéphanie. Il faut de l'honnêteté. Elle a levé les yeux, les larmes lui remplissant les yeux. Tu veux de l'honnêteté? Voici l'honnêteté. Je suis malheureuse, Rebecca. Je le suis presque depuis le début. Le barrage a alors cédé, les mots se déversant entre les sanglots. Nathan avait changé peu de temps après leur mariage, devenant contrôlant et critique. Son entreprise était en difficulté depuis des années, chaque nouvelle acquisition étant une tentative de sauver un navire qui coulait. Les maisons, les voitures, les vacances étaient toutes financées par une dette croissante. Leur mariage était une façade soigneusement construite, maintenue pour les relations professionnelles et la position sociale. Il surveille mes dépenses, vérifie mon téléphone, remet en question chacun de mes mouvements, a-t-elle admis. Le Nathan que tu connaissais n'existe plus. Peut-être qu'il n'a jamais existé. Pourquoi rester, ai-je demandé. Honte, a-t-elle répondu immédiatement. Comment pourrais-je admettre ce que je t'avais fait? Détruire notre famille pour quelque chose qui s'est avéré être un mirage. Et puis il y a le contrat prénuptial. Je repars avec rien. J'ai poussé le journal de maman sur la table. Lis le reste de ses entrées. Alors que Stéphanie lisait, de nouvelles larmes ont coulé. Elle a finalement levé les yeux, le visage brut d'émotion. Elle savait. Elle a vu à travers tout. Maman l'a toujours fait, ai-je convenu. Je me suis haï pendant des années, a murmuré Stéphanie. Chaque fois que maman te mentionnait, chaque réussite que maman partageait fièrement, je ressentais le poids de ce que j'avais fait. Je prévois de le quitter, Rebecca. Je consulte secrètement un avocat. Mes sentiments étaient complexes, vindication mêlée à une compassion inattendue. La sœur qui m'avait causé tant de douleur subissait des conséquences que je n'aurais souhaité à personne. Je n'attends pas le pardon, a-t-elle poursuivi. Je ne le mérite pas. Mais j'avais besoin que tu connaisses la vérité avant que je ne fasse exploser ma vie à nouveau. Nous avons passé les heures suivantes à regarder ensemble les effets personnels de maman, partageant des souvenirs à la fois douloureux et précieux. Stéphanie s'est souvenue que maman nous apprenait à faire des biscuits, comment elle ne faisait jamais de l'eau séparée parce que j'aimais les pépites de chocolat et que Stéphanie préférait les biscuits au sucre. Tu te souviens comment elle laissait des notes dans nos boîtes à lunch, a demandé Stéphanie, souriant à travers ses larmes. Des messages différents chaque jour. J'ai hoché la tête. Elle n'en a jamais répété un seul. Nous n'étions pas instantanément guéris, les blessures étant trop profondes pour une fermeture immédiate. Mais comme le soir tombait, quelque chose avait changé entre nous, l'amour de maman créant un pont fragile à travers des années de douleur. Que vas-tu faire, ai-je demandé alors que Stéphanie se préparait à partir. Demander le divorce quand mon avocat dira que le moment est venu. Louer un petit appartement. Recommencer. Elle s'est arrêtée à la porte. Et toi? Vas-tu retourner à Chicago? Oui. Ma vie est là maintenant. Avec Zachary. Tu sembles heureuse, a-t-elle dit, une affirmation plutôt qu'une question. Je le suis. Vraiment heureuse. Je suis contente. L'une de nous devrait l'être. Nous nous sommes brièvement embrassés, maladroitement, avant qu'elle ne parte. Ce n'était pas le pardon, pas encore, mais c'était un début. De retour à Chicago, je me suis installé dans la vie avec Zachary, notre maison en pierre et ma carrière enrichissante. 6 mois après les funérailles de maman, j'ai découvert que j'étais enceinte. Après des années d'essai, la joie a été tempérée par la tristesse que maman ne rencontrerait pas son petit enfant,
mais j'ai senti sa présence dans les moments calmes. Stéphanie et moi avons maintenu un contact prudent par le biais d'appels téléphoniques occasionnels. Elle avait demandé le divorce et avait emménagé dans un appartement modeste, trouvant du travail dans une petite entreprise de marketing. Les ragots et les jugements auxquels elle était confrontée dans les cercles sociaux de Boston étaient difficiles, mais elle semblait déterminée à se reconstruire authentiquement. Le chemin qui m'a mené ici n'est jamais celui que j'aurais choisi. Perdre Nathan avait semblé être la fin de mon monde, mais cela avait en fait été le début d'un bien meilleur. Avec Zachary, j'ai trouvé non seulement l'amour, mais le partenariat, le respect et un soutien indéfectible. Son succès n'a jamais éclipsé le mien mais l'a complété, chacun de nous devenant plus fort ensemble. Maman avait raison de dire que le pardon est pour nous-mêmes plutôt que pour les autres. Le poids de la colère et du ressentiment s'était progressivement dissipé, me permettant de voir mon passé avec clarté et mon avenir avec espoir. Les cicatrices sont restées, mais elles ne me définissaient plus. Alors que j'étais assise dans notre chambre d'enfant, Zachary peignant les murs d'un vert tendre, j'ai pensé aux leçons que je partagerai un jour avec notre enfant, comment la perte peut conduire à la découverte, comment les fins créent de l'espace pour les débuts, comment les moments les plus difficiles nous dirigent souvent vers notre véritable chemin. Ma vie était devenue plus riche et plus authentique que je ne l'aurais imaginé pendant ces jours sombres d'il y a 6 ans. Non pas malgré la trahison, mais à cause de la façon dont elle m'a forcé à reconstruire avec plus de sagesse et d'intention. Avez-vous déjà connu une perte douloureuse qui vous a finalement mené à quelque chose de meilleur? J'aimerais entendre vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Et si ce périple vous a touché, veuillez vous abonner et le partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre que la douleur n'a pas le dernier mot dans son histoire. Merci de votre écoute, et rappelez-vous que parfois, les chapitres les plus difficiles conduisent aux plus belles fins. Laissez un commentaire, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour plus d'histoires de résilience et de bénédictions inattendues.